Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire organisé par les formations de la Gazette des communes. Donc webinaire qui est consacré aujourd'hui sur le commerce de centre-ville dans le contexte de la crise du Covid-19. Donc webinaire qui est organisé aujourd'hui avec l'expertise de David Lestou, donc de Lestou et Associés, qui est un grand spécialiste des commerces de centre-ville et qui a participé à différentes évolutions de la réglementation, aussi des textes importants ces derniers mois sur le sujet, et puis qui a une grande expérience en la matière. Donc David, je vous laisserai vous présenter juste après pour que vous puissiez vous présenter bien sûr à tout le monde. En préalable, avant de démarrer, quelques petits éléments, on va dire, d'ordre technique, organisationnel. En fait, le webinaire va se passer en deux temps. Un premier temps de présentation de David Lestou, qui va donc du coup se dérouler là pendant entre guillemets 3/4 d'heure, 1 heure maximum, et ensuite un temps de questions-réponses, donc dans lequel David Lestou pourra répondre à vos questions dans la mesure du possible, bien évidemment. Voilà. Et sur ce sujet-là, donc vous avez un petit module dans le tableau de configuration de GoToWebinar qui vous permet de poser des questions. Donc, je vous invite du coup à l'utiliser quand vous aurez des questions à poser, même si c'est au fil de l'eau pendant la présentation, quand la question vous vient. Et puis je les sélectionnerai à la fin et donc, du coup, vous les poserez à David Lestou. Voilà. Pour des raisons si particulières aussi, le support de présentation ne sera pas diffusé, en tout cas pas en l'état. Donc, prenez des notes pendant ce webinaire qui est gratuit, je le rappelle. Prenez des notes et puis n'hésitez pas encore une fois à questionner David Lestou par rapport à ça. Voilà. Nous allons démarrer pendant 2 minutes là, juste par une présentation aussi d'un dispositif que la Gazette des communes a monté qui s'appelle Élu Academy. Alors, Élu Academy, c'est quoi? C'est en fait, c'est un. Alors, on va passer ce slide-là parce que la Gazette des communes, la formation, je pense que vous connaissez. On propose environ 200 programmes de formation sur notre catalogue de formation. Et sachez qu'en ce moment, elles sont toutes digitalisées, c'est-à-dire qu'on les fait toutes à distance avec des modules comme celui-ci, par exemple, pour réaliser les formations sur des temps qu'on a réorganisé. Et donc, la plateforme Élu Academy, pour revenir dessus, donc c'est une formation, en fait, le principe, c'est quoi? C'est vous accédez en fait à une plateforme dédiée où vous avez accès à un certain nombre de parcours de formation et vous pouvez du coup accéder à des ressources de formation H24, 7 jours sur 7, quand vous voulez, quand vous pouvez, aussi bien sur votre ordinateur que sur votre mobile. La Gazette est agréée pour la formation des élus. Et donc, vous avez un accès illimité à tout un tas de contenus. Donc, ces contenus, c'est quoi? C'est des vidéos, c'est des fiches pratiques, c'est des quiz. Et c'est aussi pour ceux qui souhaiteront s'abonner du coup à cette plateforme, un accès à un webinaire par mois sur des sujets complètement dédiés qui peuvent avoir lié soit au pilotage des politiques publiques ou du mandat électoral ou sur des sujets un peu chauds qui peuvent être liés à des nouvelles réglementations, des nouvelles lois ou des sujets un peu stratégiques. Voilà. David, je vous remercie de faire passer. Voilà. Voilà, donc ça, c'est les thématiques qu'on propose aujourd'hui, des fondamentaux et des spécialités. Les fondamentaux, c'est quoi? C'est des éléments clés sur le statut de l'élu, sur l'organisation des collectivités, sur les services publics locaux, sur le pilotage d'une collectivité, des fondamentaux sur les finances locales, les achats, les RH, et puis des éléments de ce qu'on appelle les spécialités, donc qui concernent plutôt des délégations, donc tout ce qui est action sociale, l'éducation, l'urbanisme, les pouvoirs de police, etc. Ces éléments sont vraiment dédiés aux élus et l'objectif, c'est de fournir un kit, entre guillemets, de savoir minimum pour pouvoir vraiment prendre les bonnes décisions et augmenter en compétences sur tout un tas de sujets, puisque un des sujets clés aujourd'hui dans le développement des projets dans les collectivités, quelles qu'elles soient, c'est la compétence des élus. C'est un sujet qui est très fort et qui a remonté sur pas mal d'acteurs qu'on a sollicités. Et c'est vrai que maintenant, aujourd'hui,
c'est des missions, être élu, c'est aussi des missions qui demandent d'être de plus en plus au fait des fonctionnements des collectivités, de la gouvernance, mais aussi du coup des sujets en tant que tels, pour faire avancer les projets de manière efficace. Voilà. Donc, je vous invite à aller sur la plateforme eluacademy.fr ou à vous renseigner chez nous. Voilà, donc quelques éléments pour vous montrer un peu ce que ça peut donner avec un extrait de vidéo, là c'est avec Maître Landau, sur des sujets de gouvernance. Voilà, il ne voulait pas être trop long, allez-y David, hein. Ouais. Passer du coup, voilà, donc eluacademy.fr, vous pouvez y aller, vous renseigner, et puis si vous avez besoin d'informations, contactez-nous à la Gazette des communes pour pouvoir du coup avoir des démos ou vous renseigner sur les tarifs. Je ne sais pas s'il y a un slide juste après, David, ou pas. Non, c'était tout derrière. Eh bien, très bien, c'est parfait. Bien, eh bien, écoutez, je vous laisse démarrer le webinaire et je vous souhaite une bonne animation. Et puis, je vous laisse démarrer et puis j'attends vos questions aussi tout au long du webinaire pour pouvoir échanger à l'issue avec David Lestou. À vous, David. Merci Joël. Bonjour à tous et ravi effectivement d'animer ce webinaire sur un sujet tellement important, un commerce centre-ville, comment accompagner le rebond post-crise Covid-19. Alors, on va prendre le temps ce matin pendant une heure et demie là, de partager la situation telle qu'elle est aujourd'hui, d'essayer de se projeter aussi dans les prochains mois. Je crois que c'est essentiel d'accompagner le centre-ville, d'accompagner les commerçants dans cette sortie de crise. Mais je crois que c'est aussi assez important de prendre du champ, de prendre de la perspective et de regarder au-delà du 11 mai, de regarder au-delà du mois de juin, juillet, et de regarder aussi les grandes transformations du commerce. D'ailleurs, la vraie question qu'on peut se poser, c'est que ce que l'on ressent aujourd'hui et ce qui se dessine en matière de commerce, est-ce que c'est la crise sanitaire qui l'a créé, qui l'a initié, ou est-ce que la crise sanitaire est venue simplement accélérer des processus de transformation du commerce que l'on suivait déjà depuis plusieurs mois? Je pense que la réponse est peut-être dans la question. Donc, on va prendre le temps de regarder cela, regarder les grandes tendances d'évolution du commerce en dézoomant pour regarder ce qui est vraiment de la responsabilité de la période que l'on vit et ce qui est vraiment finalement de l'impact de changement profond. On va prendre le temps, si vous voulez bien, aussi de faire, moi j'aime bien toujours faire un petit pas de côté et de regarder les choses pas seulement sous l'angle du commerçant qui est en difficulté, qui souffre, comme tous les chefs d'entreprise, mais de prendre le sujet aussi sous l'angle du consommateur. Parce que là, on va avoir des vrais changements. On va essayer de s'interroger aussi sur, finalement, cette crise sanitaire, qu'est-ce qu'elle va changer profondément dans les modes de consommation et puis quelle typologie de consommation elle va faire apparaître pour demain. Donc voilà, on va partager cela. On sent beaucoup de théorie avec beaucoup de pratiques. Moi, je dirige l'agence Lestou et Associés qu'on appelle aussi LA depuis quelques temps. Et c'est vrai qu'on a cette habitude de travailler en ayant toujours une approche terrain, en mixant aussi une approche prospective, en travaillant pour de nombreuses villes, de nombreux territoires en France, en Europe, un peu plus. Là, on travaille par exemple sur des revitalisations de centres-villes sur le Maroc, par exemple. Donc, en essayant toujours d'essayer de se confronter aussi à ce qui va changer, demain. Et puis, en essayant d'apporter, de trouver des solutions qui soient les plus opérationnelles possibles, les plus pratiques possibles, en se disant que ce n'est pas sur un webinaire d'une heure qu'on va apporter des réponses définitives, mais c'est sur un webinaire d'une heure qu'on peut effectivement chercher à ouvrir de nouveaux horizons. Donc, merci en tout cas de votre participation. On va commencer. Je crois qu'on est 165 connectés. J'ai vu qu'il y avait à la fois des élus, à la fois des techniciens de collectivités, des managers de centre-ville. J'ai vu aussi qu'il y avait certains de nos confrères qui étaient connectés à ce webinaire. Donc, on va passer une heure ensemble sur ce sujet tellement important. Alors, on va l'aborder en 4 parties. D'abord, on va regarder quels sont les grands marqueurs du changement de modèle commercial qu'on suivait déjà depuis un certain temps, donc ce vrai travail de prospective qui me semble essentiel. Ensuite, on va se dire, ces 2 mois là qu'on vient de vivre globalement, qu'est-ce qu'ils ont changé par rapport aux grandes tendances qu'on a vues émerger? Puis on va s'interroger après. On va s'interroger quelles sont les solutions et comment on peut activer le rebond en matière d'évolution du commerce et d'évolution des centres-villes. Et puis on terminera par quelques éléments de conclusion et de mise en perspective. Alors,
sur la question des marqueurs d'un changement de modèle. Alors, juste une petite parenthèse, je peux voir aussi, hein, pendant que je vous présente éventuellement vos réflexions qui remontent, n'hésitez pas à remonter, parce que c'est vrai que j'ai l'habitude de faire beaucoup de conférences, et quand je suis en conférence, je vois de visu vos réactions, vos hochements de tête, vos interrogations, et là, finalement, je suis devant mon écran sans feedback, donc c'est un petit peu plus compliqué. Donc, si vous avez des petits mots à me faire passer, n'hésitez pas au fur et à mesure. En termes d'interactivité, c'est toujours important. D'abord, donc, séquence première, hein, les marqueurs d'un changement de modèle. De se dire que si on laisse un petit peu de côté, pour l'instant, la question de la crise, juste pour voir dans quelle trajectoire d'évolution du commerce on est inscrit depuis un certain temps. Juste pour comprendre, parce que si on ne comprend pas ces grandes trajectoires, on risque d'utiliser les mauvais outils pour trouver ce rebond. Alors, je vous en ai identifié 4-5 marqueurs essentiels. D'abord, de se dire que depuis 2008-2010, on est engagé dans un processus de densification de l'offre commerciale sans précédent. Vous avez ici une courbe ou des courbes qui s'affichent sur votre écran avec en rouge la courbe de croissance moyenne des mètres carrés commerciaux en France sur les villes moyennes. Globalement, on a pris un panel d'une soixantaine de villes avec lesquelles on travaille et sur lesquelles on a utilisé ça aussi pour une analyse pour la Fédération des Scots. On voit simplement quoi? On voit que globalement, sur nos villes moyennes, les mètres carrés commerciaux en une dizaine d'années ont augmenté de l'ordre de 25%. On a 25% de mètres carrés commerciaux en plus, qu'on soit sur du grand commerce ou du plus petit commerce qui s'implante sur les ronds-points, sur les flux, etc. Et puis, si on met en perspective avec cette croissance de mètres carrés, les croissances de population, et on se rend compte que finalement, depuis une dizaine d'années, on a des mètres carrés commerciaux qui augmentent entre 6 fois et 10 fois plus vite que les croissances de population. Et dans le même temps, on n'est pas dans les années 70, on n'est pas dans les 30 glorieuses, et dans le même temps, le pouvoir d'achat, il n'a pas fait un bond colossal. Donc, on est dans une période, là, on sort d'une période, même si la croissance des mètres carrés s'est ralentie en 2019, elle a été uniquement que de 6%, mais sur une année, c'est déjà énorme, de se dire finalement qu'on se retrouve dans une croissance de mètres carrés qu'il va falloir aujourd'hui absorber. Et déjà, même si on se met en janvier, février dernier, on avait les mêmes interrogations. Comment on va aller absorber cette croissance colossale des mètres carrés, sachant que dans le même temps, on a aussi eu une croissance, et on la vit tous les jours en tant que consommateur, et qui s'est accélérée, on y reviendra tout à l'heure pendant la crise sanitaire, une croissance de la consommation en e-commerce, en digital, en numérique, en tout ce qu'on veut. Et donc finalement, le vrai sujet, c'est que demain, nos commerces de centre-ville vont devoir affronter une situation où ils vont sortir de 2 mois avec des chiffres d'affaires proches de zéro, au moins pour le non-alimentaire, et qui vont devoir affronter cette fragilité en ayant derrière ça un contexte de consommation qui a considérablement changé. Donc, il va falloir aussi qu'on intègre cette donnée-là, que le monde commercial qu'on voyait émerger avec cette contrainte de commerce extrêmement dense va impacter automatiquement les capacités de rebond du commerce. Et en se disant qu'on a la croissance des mètres carrés qui a changé ces dernières années, on a la croissance du commerce digital qui a été colossal. Je reviens juste en arrière sur le commerce digital. L'équipement de la personne aujourd'hui, c'est entre 13 et 16% de part de marché. Il y a 10 ans, sur le digital, ou ce qu'on pouvait appeler le hors magasin à l'époque, c'était du temps de la Redoute, des Trois Suisses, etc. C'était uniquement 1% il y a 10 ans. Donc on voit la courbe de progression. Donc croissance des mètres carrés, croissance du digital, et puis une autre explosion, alors là qui est assez récente, c'est tout ce qu'on pourrait appeler, ce que j'ai appelé les marchés bis, ou le hors magasin. Alors, rien que du très légal hein, sur le sujet, mais de bien comprendre que l'évolution du commerce ces dernières années s'est faite aussi, par exemple, par une explosion de la vente de biens d'occasion. C'est d'autres circuits qui échappent au commerce de centre-ville. D'ailleurs, il faudra qu'on s'interroge comment le commerce de centre-ville capitalise là-dessus. Mais quand on regarde le commerce alimentaire de centre-ville, aujourd'hui, l'équivalent d'un tiers de sa part de marché, c'est ce que vous avez sur la partie droite de l'écran, est représenté par la vente directe du producteur au consommateur, qui est un sujet là aussi, pendant la crise sanitaire, qui s'est fortement renforcé. Donc, avant d'imaginer un rebond post-crise,
il va falloir aussi qu'on imagine que la sortie de crise, comme l'étaient les mois de janvier, février ou mars dernier, étaient des mois où l'offre commerciale était extrêmement était en tension, pardonnez-moi, pour ces raisons d'évolution de marché. D'ailleurs, un chiffre intéressant, je relisais en préparant ce webinaire les données, par exemple, de Procos, qui regroupe les principales enseignes en France. Procos annonçait au mois de février déjà pour le quasiment 7e ou 8e mois consécutif une baisse d'activité des commerces spécialisés de l'ordre de 2%. Donc 2% chaque mois de baisse. Donc on voit bien qu'on est dans une trajectoire de réduction de la compétitivité, de la performance des commerces physiques. Et puis effectivement, la crise est venue accélérer tout ça, tout en se disant que l'autre grand changement, et ça va avoir un impact énorme en situation post-crise, c'est que on a la chance de réaliser chaque année à peu près 30 à 40 000 enquêtes de consommation sur différents territoires. Et dans toutes ces enquêtes de consommation, il y a une question qui paraît complètement anodine que l'on pose à chaque fois, qui est de se dire, tiens, vous, monsieur, madame, consommateur, quels sont les commerces qui vous manquent vraiment sur votre territoire? Si on revient quelques années en arrière, on avait toujours, il manque ceci, il manque cela, et on avait toujours à peu près, on va dire, 80% des consommateurs qui nous disaient qu'il y avait telle ou telle activité commerciale qui leur manquait. Quand moi, je reprends les chiffres là que l'on a pour 2018, 2019, début 2020, eh bien, on se rend compte qu'aujourd'hui, entre ceux qui nous disent il me manque rien et ceux qui nous disent j'en sais rien, parce que globalement j'ai à peu près tout ce qu'il me faut, il y a aujourd'hui 50% des consommateurs qui nous disent c'est bon, j'ai assez d'offres commerciales. Et donc finalement, c'est ce que j'appelle un peu la fin de la demande client. C'est-à-dire que la demande en commerce physique, elle est moins forte qu'hier. C'est-à-dire que lorsqu'il va falloir qu'on relance les centres-villes, il ne va pas falloir qu'on active uniquement le volet commercial, il va falloir aussi qu'on ait une capacité à créer une ambiance de centre-ville avec tous les enjeux de distanciation sociale, pardonnez-moi, à travailler. Mais ça montre bien que le commerce n'est plus le marqueur évident et le marqueur principal, l'accélérateur de fréquentation des centres-villes, parce qu'aujourd'hui, entre le digital, le hors-magasin, on a d'autres solutions et on a un consommateur qui se trouve dans une situation un petit peu de suroffre par rapport à ce qu'on pouvait avoir dans les années précédentes. Et puis le consommateur aussi, si on regarde ce qui se passait avant le Covid-19 et si on reprend les travaux du CREDOC de ces dernières années, le CREDOC expliquait assez bien aussi les trajectoires de consommation en disant que dans les dépenses des ménages, il y avait des dépenses contraintes qui étaient en croissance. Ça coûte de plus en plus cher de se loger. Théoriquement, l'énergie coûtait un peu plus cher. Quand on regarde le prix du gasoil, il a sacrément baissé. La santé coûtait de plus en plus cher. L'enseignement des enfants coûtait de plus en plus cher et le coût de l'automobile. Donc ça pesait beaucoup plus dans les dépenses des ménages, même si on peut estimer que des éléments comme le développement accéléré du télétravail, etc., va peut-être repositionner tout cela, tout en se disant aussi que le télétravail, nous sommes peut-être beaucoup ici à être connectés en télétravail. Néanmoins, le télétravail, aujourd'hui, ça ne concerne qu'à peine 40% des postes d'emploi en France. Donc, il n'y a pas que le télétravail, mais néanmoins, ces dépenses contraintes, elles vont changer. Il y avait de l'autre côté et à côté des dépenses plaisir en croissance. La restauration, les loisirs étaient, jusqu'en mars dernier ou février dernier, les secteurs les plus porteurs, avec des croissances de consommation des ménages de chaque année qui étaient de l'ordre de 10%. C'était d'ailleurs les seuls deux grands secteurs qui avaient des croissances de chiffre d'affaires à 2 chiffres. Donc là, le coup d'arrêt sur la restauration sera à décoder, mais c'est vrai que ça nous montre quand même que tout ce qui est plaisir, convivialité reste un marqueur et une attente. Ça va être intéressant de regarder comment tout ça va évoluer dans les mois qui viennent. Et puis le dernier point, ce sont les dépenses qui sont contraintes, où on va un peu plus déconsommer. Et donc là, c'est intéressant de voir. Typiquement, et c'est pour ça que je suis très préoccupé, on travaille actuellement avec beaucoup de collectivités sur le sujet des commerces d'équipement de la personne et d'équipement de la maison, parce que finalement, pour eux, c'est un peu la triple peine. C'est le marché où le digital a pris quasiment le plus de poids, c'est le marché sur lequel il y a la plus forte déconsommation des ménages, et puis c'est le marché aussi, finalement, sur lesquels les activités ont été les plus fermées pendant les 2 mois. J'ai beaucoup de craintes sur cette
activité-là. Autant sur l'alimentaire, il y avait aussi un tassement des dépenses, on va y revenir pour expliquer pourquoi tout à l'heure, mais l'alimentaire a pu amortir le choc en restant ouvert, en faisant des baisses de chiffre d'affaires très clairement, mais en restant ouvert. Et par contre, je suis beaucoup plus inquiet sur l'équipement de la personne. Et d'ailleurs, c'est un message que je voulais vraiment vous faire passer, sur lequel on va revenir tout à l'heure. Essayons d'éviter de faire des programmes de soutien au commerce au sens large, parce que le commerce est tellement différent. Je pense que le sujet des commerces d'équipement va être extrêmement important, parce qu'ils prennent de plein fouet toutes les difficultés cumulées d'évolution de marché et de conséquences de la crise sanitaire. Et de se dire, quoi qu'il en soit, que dans toutes les décisions qu'on devra prendre, dans les collectivités, il faudra toujours qu'on se dise, la relance post-crise sanitaire devra intégrer un sujet extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui, en matière de commerce, que l'on veuille ou non, c'est qu'entre l'offre digitale, l'offre physique, l'offre hors magasin, on est passé d'une offre qui était encore il y a quelques années à peu près à l'équilibre avec la demande, à une offre aujourd'hui supérieure à la demande. Alors, je n'essaye pas de noircir le tableau, mais j'essaye juste de dire qu'il faut qu'on parte de ces prérequis-là, il faut qu'on parte de cette situation pré-Covid-19 pour comprendre comment on se dit sera la situation de demain. On était, quoi qu'il en soit, sur une trajectoire de recomposition des linéaires commerciaux. Alors, je le dis pour les centres-villes, on a la chance de travailler aussi avec d'autres sur des réflexions nationales sur réinventons la périphérie, etc. Mais dans réinventons la périphérie, on a la même conséquence avec des enjeux sur nos zones commerciales déjà, de se dire que dans les 7 ans qui viennent, on aura certainement en France 20 millions de mètres carrés commerciaux de trop, ce qui fait à peu près 15% du parc. Donc on a un changement de paradigme aussi à intégrer. Et il y a fort à parier que ces 2 mois difficiles qu'on vient de passer vont accélérer ces quelques difficultés. Et donc, de se dire aussi, en parlant du centre-ville, un dernier point, c'est que lorsqu'on va parler de commerce de centre-ville, il faut qu'on fasse la différence entre commerce et centre-ville. C'est 2 choses pour moi qui sont très, très différentes. D'ailleurs, je reprends ici les derniers chiffres d'un sondage qui sont sortis au cours de l'automne, qui est sorti, pardon, au cours de l'automne, je vais y arriver, 2019, sur la relation du citoyen, du consommateur au centre-ville. Eh bien, le centre-ville, le premier marqueur, le premier moteur de fréquentation, c'est plus le commerce, ça devient même le 3e, mais le premier, c'est quand même pour y retrouver des proches, des amis, la famille, etc. Et le 2e marqueur, c'est le centre-ville pour y flâner, c'est-à-dire une destination balade. Alors, ça va être interpellant parce que là, il va falloir qu'on vive, au moins dans le mois qui vient, avec la non-réouverture des cafés et des restaurants, eh bien, des centres-villes qui sont attendus comme une destination pour flâner, une destination de convivialité, alors que les marqueurs de convivialité ne sont pas présents. Donc, il va falloir aussi réinventer cette approche-là, comme on va y revenir tout à l'heure sur ce que j'appellerais le rebond offensif. Alors, sur ces 2 mois qu'on vient de vivre, donc on a vu finalement de quelle situation on part, et on voyait dans cette situation déjà les grandes trajectoires auxquelles on allait être confronté, quoi qu'il en soit, sur au moins les 3 prochaines années. Et ces 2 mois, ils sont venus effectivement bousculer tout ça. Alors, quelles conséquences de ces 2 mois? Quelques chiffres ici. On a lancé depuis quelques semaines avec les villes avec lesquelles on travaille, un outil d'étude qui nous permet d'aller interroger les commerçants avant le déconfinement pour essayer de comprendre, et on en a encore quelques-unes dont on aura les résultats demain, pour voir finalement comment les commerçants ont vécu ce mois et demi ou ces 2 mois de confinement. Quelques données, quelques chiffres. 80% des commerçants ont utilisé les démarches gouvernementales pour effectivement amoindrir l'impact de la crise sanitaire sur les trésors d'entreprise, sur les trésoreries. Donc, c'est les reports, ce sont, pardonnez-moi, toutes les mises à disposition d'aides, etc., qui ont été activées par les commerçants.
Sur le report des échéances de prêt et les reports des échéances sur SAF, on est à peu près à 60% des commerçants qui les ont activés. Mais ça reste quand même, on a vu quand on fait la moyenne d'une trentaine de villes sur lesquelles on a pu travailler, on a vu qu'il y a 40% des commerçants qui sont un peu perdus sur ce sujet-là, justement, et qui nécessiteront un accompagnement assez précis. 40%, ce sont les moyennes. Il faut faire très attention avec des moyennes. Ce sont quand des moyennes ont contracté un prêt, on va dire, avec l'appui derrière de la BPI. C'est assez peu, ces prêts justement de trésorerie. Et puis moi, surtout, les deux sujets qui me semblent les plus importants qui ressortent, c'est que pour moi, ce chiffre de 25%, il est inquiétant. On a, a priori, sur les centres-villes, la moyenne des centres-villes sur lesquels on a pu travailler ces toutes dernières semaines, c'est qu'on a à peu près 25% des commerces. On a pu les identifier pour mettre en place justement des stratégies d'accompagnement personnalisées. On a 25% des commerces qui sont en situation d'extrême fragilité, c'est-à-dire avec une trésorerie à zéro ou moins qu'à zéro, avec des tensions et avec même des vraies questions. Est-ce qu'ils vont pouvoir réouvrir? Alors, c'est essentiellement dans les commerces d'équipement qu'on va le trouver. On va le trouver aussi dans la filière café, restaurant, des cafés peut-être un peu moins rénovés, un peu moins climatisés, etc. Et ça nécessite, là encore, de ne pas parler du commerce en général, mais d'identifier des situations très, très particulières. Et puis, deuxième et autre sujet qui me semble important à travailler, c'est qu'aujourd'hui, on a 60% des commerçants locataires qui ont réussi à renégocier avec leurs propriétaires. Compliqué ce sujet-là. Je vous invite, on y reviendra tout à l'heure dans les pistes à activer. Je vous invite à réfléchir à cela parce que, et on essaiera d'échafauder quelques solutions parce que la question du loyer, on a eu une croissance très forte des loyers ces dernières années et une décroissance de la rentabilité des commerces. Si on ne travaille pas sur cette question de loyer, qui, je rappelle, est l'un des principaux, si ce n'est le principal poste de charge des commerçants, des postes de charge fixes, c'est un vrai sujet, des vraies difficultés. C'est compliqué parce que, alors quand c'est des gros propriétaires qu'on peut trouver dans les centres commerciaux, des gros bailleurs qui ont globalement, eux, pas de problème de trésor, c'est plus facile de négocier. Par contre, quand le propriétaire d'un pas de porte, c'est une petite dame ou un monsieur retraité dont le loyer est finalement la retraite, ça peut être des anciens commerçants, etc., c'est un peu plus compliqué de négocier. Donc, on verra comment la collectivité peut éventuellement intervenir sur ce sujet. On a un vrai besoin parce qu'il y a 40% qui sont vraiment bloqués dans la négo, alors que ça leur ferait beaucoup de bien de pouvoir débloquer ça. Et puis finalement, quand tout à l'heure je vous disais, il y a le commerce en général, mais il y a des cas très très particuliers. Et dans toutes les stratégies qu'il va falloir bâtir dans les prochaines semaines, il va falloir bien regarder 3 typologies de commerce différents avec des approches extrêmement différentes. D'abord, les commerces alimentaires. Les commerces alimentaires qui ont pu majoritairement rester ouverts, avec une vraie complexité à organiser l'ouverture et qui globalement sont sur des baisses de chiffre d'affaires de l'ordre de 25%. Il y en a qui progressent, il y en a qui ont réussi à trouver des modèles très innovants et qui progressent, et puis il y en a d'autres qui sont dans des baisses un peu plus marquées. Mais la question du commerce alimentaire, elle est spécifique et les mesures d'accompagnement certainement seront un tout petit peu plus légères. Ensuite, on a les commerces d'équipement et de services, qui effectivement ont un chiffre d'affaires à zéro. Alors certains qui étaient déjà adeptes de la vente en ligne ou qui se sont précipités à juste titre sur des outils de vente en ligne ont pu trouver quelques rebonds, des légers rebonds. Et aujourd'hui, dans les études qu'on a pu analyser, ce n'est que 10% des commerces d'équipement de la personne qui ont pu travailler là-dessus. Je mets de côté, bien évidemment, les commerces sous enseigne qui bénéficient des réseaux et des sites de vente en ligne des enseignes. Mais ces commerces d'équipement et de services, et surtout les commerces d'équipement, il y a vraiment un enjeu là parce que il y a un vrai risque de fragilité et donc il y a besoin de différenciation. Et puis le troisième sujet, c'est les cafés et les restaurants. Les cafés et les restaurants, je vous rappelle quand même, et vous le savez tout aussi bien que moi, c'est 20, 22, 23, 27, 28% des commerces de centre-ville. Quasiment un commerce sur 4 est un café et un restaurant. Ce sont des marqueurs de convivialité extrêmement importants. Ben, ceux-là, il va falloir qu'on travaille avec eux parce que le déconfinement, c'est pour peut-être début juin, peut-être mi-juin, peut-être fin juin, on n'en sait strictement rien. Et il va falloir vraiment travailler avec eux sur
comment on applique les mesures de distanciation sociale, une fois que ça sera réouvert, comment on applique et comment on les aide à mettre en place des systèmes de commercialisation de plats préparés pour faire des relais de croissance. Mais il y a besoin de les accompagner sur ce sujet parce que il y a pas mal d'activités qui sont là aussi sur de vraies difficultés. Mais vraiment, je pense que ce qui est important, c'est que dans tous les plans que vous êtes en train de préparer, ne parlons pas du commerce en général, parlons plutôt de mesures adaptées à chacune des typologies parce que les besoins, les attentes, les structures d'entreprise sont clairement différents. Et puis, il y a aussi des choses qui, pendant la crise, ont plutôt été résistantes ou résilientes. Ce n'est pas obligatoirement des choses qui ont gagné en performance, mais on voit que les marchés ont pris de la vigueur, ont repris de la vigueur, avec différents marqueurs là-dessus quand on décode. Il y a le fait d'acheter des produits dont on connaît la provenance, ça va être un enjeu important. Le marché, c'est du plein air ou du plein vent, majoritairement. Et donc derrière ça, les questions de distanciation sont beaucoup plus intéressantes, ou en tout cas plus rassurantes, pardonnez-moi. Et donc de se dire aussi que les marchés étaient déjà des activateurs essentiels de la croissance et du développement des centres-villes. Et je crois qu'ils le seront encore plus. Donc là, on a l'un des grands gagnants finalement de la crise, les marchés, avec toutes les difficultés que certains vivent quand même. On a aussi des supermarchés qui se sont très bien sortis de la crise actuelle, avec là aussi la prolongation d'une tendance. On avait les hypermarchés qui étaient en fragilité et en fragilisation très marquée depuis quelques années. Eh bien, la crise est devenue accentuer la différence entre performance des supermarchés et très faible performance des hypermarchés, parce que ce sont des grands ensembles qui peuvent faire peur d'un point de vue sanitaire. Les gagnants, ou en tout cas les résistants, c'est ceux aussi qui ont développé des formes de multicanalité. Je fais du drive, je fais de la vente en ligne, je fais de la livraison à domicile, plein de sujets. Mais ceux qui avaient anticipé cette transformation digitale du commerce, eh bien, ce sont ceux qui ont réussi à amortir le choc. Il va falloir qu'on se projette, qu'on accélère certainement cette multicanalité, parce qu'on n'est pas à l'abri, je sais pas moi, en septembre, en octobre, en novembre, d'une autre période de confinement. Il faut qu'on mette à profit ces quelques mois déconfinés pour préparer aussi et anticiper ce nouveau risque qui pèse, qui est un risque latent, qui est un risque avec lequel on va vivre certainement le temps qu'il n'y ait pas de virus de vaccin, pardonnez-moi, qui soit proposé. L'authentique et le terroir, ça oui, on voit que ça a été un marqueur très clair, on va le dire tout à l'heure, le drive. Et puis j'ai mis ceux qui s'en sont le mieux sortis aussi, ce sont les innovateurs. Là, je rencontrais dernièrement sur une réunion en visio, bien évidemment, une commerçante dans la mercerie qui dit moi ça va très bien, je vends des cours de couture, de tricot en laine, etc. En ligne, et ça fonctionne extrêmement bien. Donc on voit bien que on peut trouver des rebonds, mais tous les rebonds qui ont été trouvés, c'est l'innovation, c'est-à-dire qu'on cherche à faire autre chose, on cherche à proposer quelque chose qui correspond aux usages des consommateurs. Et donc maintenant le sujet qu'il va falloir qu'on travaille, c'est qu'il y a deux sujets. Un sujet de rebond défensif et un sujet de rebond offensif. C'est vraiment les deux. Le rebond offensif ou le rebond défensif, on va prendre effectivement un parallèle avec le sport. On a besoin pour gagner d'être bon en rebond défensif quand on joue au basket. Rebond défensif, je trouve qu'on le travaille là. Toutes vos énergies sont concentrées sur le rebond défensif, c'est-à-dire faire en sorte que ça tienne, faire en sorte de proposer des aides pour amortir les chocs sur les trésoreries, etc. Mais on ne peut gagner un match que si, à côté du rebond défensif, eh bien, on a aussi un rebond offensif qui fonctionne. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir qu'on se limite à dire on serre les boulons pour que tout aille bien, parce que si on fait ça, c'est qu'on imagine que de toute façon le commerce marchait très très bien et que tout reviendra comme avant. Non, on a bien vu que les trajectoires d'évolution nécessitaient beaucoup d'innovation. Et donc ce rebond offensif, je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir concentrer les efforts, ne pas oublier le besoin d'accompagnement des commerçants. Il y a plein de besoins d'accompagnement. Mais le rebond offensif, c'est certainement là-dessus qu'il va falloir assez rapidement switcher, pas pour qu'on capitalise sur justement ces nouvelles tendances de consommation qu'on évoquait tout à l'heure. Et donc, l'idée,
troisième séquence, c'est de dire ben voilà, comment on peut maintenant stimuler ce rebond défensif. Alors, ce rebond défensif, on va pouvoir l'activer. Je crois qu'il y a 4-5 grandes thématiques pour ce rebond défensif. Et quand on regarde, j'ai pris comme base un peu les initiatives qui ont été menées par différentes communes, différentes agglomérations. Il y a d'abord des leviers qui ont été activés, ce que j'appellerais des leviers solidaires. Je vous ai mis un visuel en dessous, c'est Tours, Brest par exemple, et d'autres villes, hein, je ne pourrais pas toutes les citer, qui ont lancé ce que j'appellerais des souscriptions, hein, des bons pour mon commerce. J'achète en ligne un bon d'achat, la trésorerie ou le montant du bon est reversé au commerçant, et puis moi je l'utiliserai ce bon une fois que j'aurai repris un mode de consommation. Ça vient effectivement favoriser la reconstitution comment dirais-je, de trésorerie d'entreprise, et puis ça permet aussi de créer de la fidélité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant parce que ça joue sur un côté solidaire. Alors ça ne touche pas et ça ne parle pas à tous les consommateurs, on y reviendra tout à l'heure, mais effectivement c'est assez intéressant. Il y a les leviers de praticité, c'est-à-dire l'accompagnement des commerçants. Et je vous ai mis en visuel un truc que je trouve vraiment intéressant. C'est la ville de Rennes et Rennes Métropole qui ont mis ça en place, un guide pratique sur comment préparer la réouverture de mon commerce. Je sais aussi qu'il y a des chambres de commerce qui le mettent en place. Donc, effectivement, le levier est très pratique. Comment je réponds aux questions? Là, sur une ville, on est en train de mettre en place aussi une sorte de numéro vert ou de ligne WhatsApp spécifique où les commerçants vont pouvoir venir poser des questions sur la pratique du déconfinement à un référent au sein de la ville. Donc, il y a un vrai besoin de praticité dans ces leviers ou dans ce rebond défensif. On a le levier financier aussi, qui est effectivement un sujet important, alors qui a été activé par beaucoup de territoires d'ores et déjà. Et donc, ce levier financier, j'ai mis l'exemple de Lorient qui a lancé un fonds résistance en contrepartie d'aide régionale, d'aide de l'agglomération, et qui, Ville de Lorient, dote ce fonds à hauteur de 400 000 euros avec le relais de la Banque des Territoires, donc avec quelque chose d'assez intéressant qui permet là d'aider les commerces, non pas sur des aides à la trésor, hein, mais plutôt sur des petits investissements qui vont permettre de passer ce choc-là et de s'adapter au monde de demain, qui sera un élément important. Sur le financier, je vous ai fait un zoom aussi derrière. On a toutes les exonérations de charges qui peuvent être activées. Je pense que ça, il faut y travailler. La TLPE, oui. La taxe sur le foncier bâti, hein, je vous rappelle quand même qu'il y a une ordonnance de septembre 2018 qui permet pour les propriétaires de commerce ou les bailleurs hein, de murs commerciaux pour des surfaces inférieures à 300 mètres carrés d'avoir une exonération de la part interco et de la part communale sur la taxe sur le foncier bâti. Je pense que ça peut être des éléments importants pour essayer d'aller chercher aussi une négociation avec le propriétaire. Je rappelle quand même que moi j'ai tendance à dire que ce ne sont pas les commerçants qui font le commerce de centre-ville, mais ce sont avant tout les propriétaires qui font le commerce de centre-ville. Il y a 10 ans, on avait 70% des commerçants qui étaient propriétaires de leurs murs. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 30%. Donc, si on ne travaille pas sur le volet loyer en disant, tiens, je peux octroyer une exo de taxe sur le foncier bâti, mais en contrepartie, on travaille sur des loyers à baisser, ça me semble assez intéressant pour aller déclencher une envie de négociation avec le propriétaire. L'exonération des droits de place pour les occupations du domaine public, ça sera un vrai sujet sur lequel on va y revenir tout à l'heure. Alors, ça sera vrai pour les terrasses, mais peut-être pour demain des ventes au déballage qui auront toute leur importance. Et puis, les aides, les autres exonérations qu'on peut avoir sur la CET, etc. Donc, le levier financier, effectivement, il a été activé. Moi, la vraie question que je me pose sur le levier financier, qui est majoritairement l'axe sur lequel beaucoup de collectivités travaillent, jusqu'à quand les collectivités pourront tenir sur ce levier financier? Donc, je pense que sur le levier financier, il y a plein de choses qui ont été faites, sauf à ce que vous me disiez le contraire. Est-ce qu'on pourra aller beaucoup plus loin dans les collectivités sur le volet financier? J'en doute.
Donc, on voit bien qu'il va falloir qu'on trouve d'autres pistes. Donc, le solidaire, le pratique, le financier, le volet immobilier, je viens d'en parler, ça va être un sujet colossal, qui, à mon avis, n'est pas suffisamment travaillé aujourd'hui. À juste titre, dans un premier temps, on est allé vers les commerçants pour les aider, mais je pense qu'il va falloir bosser avec les propriétaires davantage. Et puis, le cinquième volet qui a été relativement activé, hein, c'est le volet visibilité, c'est-à-dire, je vous ai mis le visuel d'une opération qui a été lancée dans le sud-ouest, qui est un site internet, une plateforme digitale qui s'appelle Course contre la montre, qui est assez intéressante justement pour mettre en ligne les commerçants, toutes les initiatives de localiser les commerces ouverts, etc. Donc là, il y a eu beaucoup d'idées, beaucoup d'initiatives de lancer, avec des résultats sur lesquels on reviendra tout à l'heure qui peuvent interroger sur la bonne adaptation des outils, mais c'était nécessaire, quoi qu'il en soit, de le faire. Donc, 5 marqueurs, 5 finalement leviers du rebond défensif. Et maintenant, le rebond offensif. Je crois que c'est important d'en parler aussi de ce rebond offensif, d'être capable aussi de se dire, et demain, là, on a géré l'immédiateté et c'est bien normal, on gère toujours l'immédiateté, on ne sait pas faire autrement et on ne pourra pas traiter le moyen terme ou le long terme tant qu'on n'a pas géré le court terme, c'est une évidence. Mais ce moyen terme ou ce long terme, comment on peut le travailler? Alors, d'abord, ce que je vous propose, c'est de regarder du côté des consommateurs, c'est ce qui peut se passer. On va avoir un premier marqueur dans les trajectoires de consommation d'un consommateur qui va chercher finalement à consommer de manière plus sûre. Il va chercher du plus sûr. Alors pour le consommateur, qu'est-ce qui sera plus sûr? Est-ce que c'est de consommer dans des commerces plus petits? Alors on voit que le format supermarché par rapport à l'hypermarché, oui. On voit aussi que des formats d'hyper-proximité sur l'appréhension des mesures de distanciation sociale fonctionnent mieux. Donc est-ce qu'il y aura un retour vers le plus petit? C'est une vraie question, pas pour tous les consommateurs. Est-ce que plus sûr, ça sera aussi plus proche? C'est-à-dire, je ferai moins de kilomètres demain pour aller faire mes achats. C'est vrai que nous, dans toutes les analyses de consommation qu'on voyait déjà depuis un certain temps, les zones de chalandise avaient tendance à se réduire pour tous les pôles commerciaux. Je pense que cette notion de moins de déplacement pour consommer, ça va être quelque chose de très marquant pour demain. Ça va rebattre les zones de chalandise. Il faudra d'abord et avant tout bosser sur sa zone primaire de chalandise avant de penser l'attractivité plus loin, parce que ça sera très complexe à travailler dans les prochains mois et peut-être plus durablement. Est-ce que plus sûr, ça sera plus digital? C'est-à-dire, je reste chez moi, les mesures de distanciation, là, elles sont maximales et je me fais livrer? Certainement. Et on voit d'ailleurs la croissance très, très forte du digital sur ces dernières semaines. Comment le commerce peut travailler sur cette question du digital? Ça, c'est un vrai sujet. Quels sont les bons outils digitaux sans tomber dans, on va dire, le réflexe mécanique, technique, techno, qui est de dire digital égale plateforme de vente en ligne pour les centres-villes? C'est plus compliqué que ça, ou c'est plus simple que ça, on le verra tout à l'heure. Et puis, plus sûr, est-ce que ça ne veut pas dire aussi que le consommateur va se tourner davantage vers des commerçants qui seront plus sélectifs, qui sont capables de garantir l'origine produit? C'est le retour aussi plus fort aux produits du terroir, mais pas que, hein, c'est le Made in France, c'est tous ces sujets-là. Et donc, ça va nécessiter certainement aussi aux commerçants de revoir sa position et son rôle, de ne plus être un distributeur, mais aussi d'être un sélectionneur de produits de proximité qui répondront à ce besoin de sécurité alimentaire, ou peut-être aussi un petit peu de repli sur soi du consommateur. Donc, quelque chose de transversal sur du plus sûr. Alors, avec plein de questions, comment le plus sûr va pouvoir se transformer, mais chaque commerçant pourra l'activer à sa manière. Et puis, ce que l'on fait là depuis quelques semaines, c'est que sur des outils d'études que l'on a mis en place et par rapport à toute la dimension aussi prospective et sociologique des équipes ici au sein de l'agence Lestoy Associés, on a cherché aussi à identifier finalement quels allaient être, pardonnez-moi, les grands profils de consommateurs dans les mois qui viennent, en se disant, voilà, qu'est-ce que la crise a changé? Alors, pour nous, on voit 5 profils émerger. Les pourcentages que vous avez en dessous, ce sont
au regard des quelques enquêtes qu'on a menées, la part en moyenne dans les zones de chalandise des collectivités. Premier ou l'un des premiers segments de clientèle, on va avoir un segment des compulsifs. C'est-à-dire des gens qui se sont dit, oh là, j'en peux plus, ça fait 2 mois que je ne consomme pas. Là, dès que ça réouvre le monde, je vais y aller, je vais consommer, avec finalement assez peu de peur par rapport à la propagation du virus. Donc ça, les compulsifs, c'est plutôt bon pour un centre-ville, avec aussi toutes les limites que ça peut avoir. Donc on estime, nous, que c'est à peu près un habitant sur 5 qui se situe là-dedans, avec une question de revenu qui est posée. Bien évidemment, chez les compulsifs, on aura un revenu plus élevé, on aura peut-être aussi un peu plus des consommateurs jeunes, c'est possible. On aura ensuite un deuxième segment qu'on appelle les affectifs. Alors les affectifs, c'est ceux qui tournent un peu en rond chez eux, qui avaient l'habitude de beaucoup de convivialité et qui n'ont qu'une hâte, c'est de retrouver l'ouverture des bars et des restaurants pour se retrouver avec les amis, etc. Ces affectifs, 20% de la population, sur la période des réouvertures, ils vont traiter le côté affectif différemment. Ça va être des consommateurs de plats préparés, ça va être des consommateurs de bons vins et autres produits festifs. Mais l'affectif qu'ils ne trouvent plus dans les cafés et les restaurants, ça va se retrouver par une augmentation de consommation à domicile. Donc, clientèle là, par contre, qu'on a identifié comme étant plutôt une clientèle plutôt jeune à ce niveau-là aussi. On va avoir autrement, autre strate ou autre segment, les contraints. C'est ce qui pèse le plus dans la population, à peu près 25%, avec, selon les territoires qu'on a pu analyser, des différences très très nettes. Les contraints, c'est ceux qui ont le plus souffert de la crise sanitaire, ceux qui ont été au chômage technique ou au chômage partiel, ceux qui étaient sur des contrats qui n'ont pas été renouvelés, des contrats court terme, des contrats d'intérim, etc. Effectivement, avec un vrai poids sur les budgets et avec des conséquences de moindre consommation pour demain. Donc là, c'est important de regarder sur chaque ville comment, ou chaque territoire ou chaque zone de chalandise, comment tout ça se structure. On va avoir autrement les solidaires, 15% de la population. C'est plutôt eux qui achètent d'ailleurs les bons d'achat dont on parlait tout à l'heure, les solidaires qui vont plutôt faire l'effort de consommer local, de consommer en hyper proximité, pour donner un petit coup de pouce au commerce qui souffre à côté. Donc là, on va avoir à la fois, on a vu des professions intermédiaires au niveau de revenus correct, et puis on va avoir aussi une population de retraités importante sur le côté solidaire. Et puis on va avoir une autre strate qui n'est pas d'autre, elle non plus, en termes de consommation, c'est ce qu'on a appelé les less is more. C'est-à-dire ceux qui se disent, mais finalement, ça fait 2 mois que je ne consomme plus ou plus beaucoup. Est-ce que je suis moins heureux? Non, finalement, je ne suis pas moins heureux. Et que finalement, là où je suis dans une société un peu de consommation, est-ce que je le serai toujours demain? Et donc, ça va avoir un impact aussi automatiquement sur la consommation. Alors, tout l'enjeu, c'est pour chaque territoire de bien objectiver comment ces 5 strates, ces 5 segments peuvent jouer, mais on voit bien qu'à travers la surreprésentation sur une zone de chalandise des contraints, des affectifs, des compulsifs, etc., les stratégies de conquête de clientèle, elles seront aussi certainement extrêmement différentes. Et puis maintenant, si on regarde les leviers à activer sur le commerce de centre-ville et sur le centre-ville, le levier affectif, il va être essentiel. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on soit en capacité dans les prochains mois à recréer de l'affectif avec le centre-ville. Que le centre-ville ne soit pas un lieu de peur de transmission, mais qu'il soit un lieu où, justement, par une sécurisation, on va travailler tout ça, mais on va recréer du lien social en respectant les mesures de distanciation sociale. Avec effectivement trois leviers pour activer cette ambiance positive, capitaliser sur tout le retour au terroir, capitaliser sur les marchés, capitaliser sur les halles, ne pas hésiter à multiplier les marchés. Là, j'en discutais avec une collectivité de la Nièvre qu'on accompagne, qui commune de moins de 3000 habitants, qui a activé dans un espace un marché qui n'existait pas. Ils n'ont jamais eu autant de monde sur ce marché-là. Donc, on voit bien que avec les commerçants locaux, un marché de commerçants locaux d'ailleurs, donc on voit qu'on a matière à créer ces éléments-là
à bien gérer. Et je pense que ce lien, il y a une vraie attente et on peut capitaliser là-dessus. En dessous, je vous ai mis une autre photo, c'est de la vente au déballage. Moi, je pense que ça va être un sujet extrêmement important, la vente au déballage, dans les prochaines semaines. Pourquoi? Parce que ça va créer peut-être une envie de consommer. Et puis surtout, deux sujets sur la vente au déballage. J'en parlais l'autre jour avec une commerçante en maroquinerie chaussures, qui me disait, ouais, moi j'ai un souci, j'ai un commerce de 50 mètres carrés. Moi, ce qu'on m'autorise finalement, c'est être au maximum à 3 personnes dans le point de vente, sachant que moi je suis présente et ma vendeuse. Donc ça veut dire que pour 2 personnes, salariés du commerce, je ne peux accueillir qu'une personne, qu'un consommateur. Donc je vais mettre une personne en chômage technique. On a réfléchi avec elle en se disant, mais tiens, est-ce que la solution, ce n'est pas de faire de la vente au déballage et vous avez une personne dehors et une personne à l'intérieur? Et puis en plus, si on se met du point de vue du consommateur que nous sommes tous, est-ce qu'on ne va pas avoir à un moment un frein, une peur à se dire, tiens, ouais, j'aimerais bien acheter, mais est-ce que je rentre dans ce commerce? Est-ce que je prends le risque? Que finalement, si on est capable de vendre au déballage, eh bien, on va venir solutionner des problèmes de gestion de personnel du commerce, mais on va être aussi en capacité de répondre à un frein du consommateur. Et je pense que lorsque tout à l'heure on parlait d'autorisation d'occupation du domaine public, d'annulation des taxes d'occupation du domaine public, je pense que là-dessus, les collectivités peuvent avoir un rôle très, très incitatif et à organiser ce genre de choses pour qu'on redonne du souffle et qu'on redonne le levier affectif tout en, on va dire, en traitant des craintes du consommateur. Et puis, dernier volet, dernier point que je vous ai mis sur ce levier affectif, moi, c'est un sujet que je trouve qu'on ne traite pas assez dans les centres-villes, c'est la place de l'enfant. Les parents confinés pendant 2 mois avec les enfants, même si l'école reprend progressivement ou théoriquement, mais de faire en sorte que le centre-ville devienne un petit peu plus un lieu aussi de déambulation pour les enfants. Alors, au-delà du sempiternel manège, il n'y a pas que ça, on peut trouver des petits trucs d'urbanisme éphémère, comme je vous ai mis ici en visuel. On peut trouver aussi des petites choses très simple en travaillant avec les services de médiation culturelle, de services petite enfance, etc., pour qu'on redonne aussi ce goût de fréquenter le centre-ville avec ses enfants. Ça me semble un marqueur important qui, quoi qu'il en soit, on a oublié, je crois, dans les centres-villes depuis très longtemps que l'enfant était un accélérateur de fréquentation comme ça l'est finalement, heureusement ou malheureusement, j'en sais rien, dans tous les modes de consommation. Deuxième levier, c'est le levier innovation. Oui, il va falloir l'activer, le levier innovation. Là, je vous ai mis quelques images. On travaille là sur un territoire actuellement sur des fiches techniques et on bosse beaucoup là-dessus, sur du coaching à distance aussi des commerçants pour leur proposer de l'innovation. Leur proposer, on n'a rien à leur vendre, mais leur donner des idées, discuter avec eux sur des relais de croissance, comment on adapte les horaires d'ouverture, par exemple, on y reviendra tout à l'heure, qui va être un vrai sujet, comment on essaye de relooker un peu le commerce, comment on essaye de proposer de nouvelles offres qui correspondent. Et on voit finalement qu'on trouve des leviers de croissance assez intéressants. C'est ce qu'on développe, par exemple, avec la Confédération des buralistes sur du coaching à distance, justement, pour apporter cette innovation. Apporter de l'argent, c'est bien, mais si on ne vient pas déclencher des nouvelles idées, eh bien, ça peut rester effectivement en difficulté. Et puis, dans le levier innovation, bien évidemment, il y a la question des plateformes digitales, ce fameux numérique. Alors, je pense au risque de prendre d'aucuns à rebrousse-poil sur le sujet, qu'il va falloir peut-être qu'on regarde un peu les choses telles qu'elles sont sur les plateformes digitales. On a eu l'occasion l'an dernier de réaliser pour la Caisse des dépôts une mission sur commerce numérique et centre-ville. D'ailleurs, le guide est disponible sur le site de la Caisse, Banque des territoires. Et on s'est rendu compte de quoi? On s'est rendu compte qu'il y avait très très peu de plateformes finalement de vente en ligne qui étaient très efficaces pour le commerce de proximité. Pour une raison très simple, c'est que quand vous regardez le commerce de proximité, ou le commerce de centre-ville, c'est quoi? 25% des cafés et des restaurants. Est-ce que les cafés et les restaurants peuvent trouver une place sur une plateforme de vente en ligne? Discutable. 15% du commerce, ce sont des commerces alimentaires. Est-ce que les commerces alimentaires peuvent facilement vendre en ligne comme la plupart des plateformes le proposent? On peut s'interroger. On a une bonne vingtaine de pourcents, si ce n'est 25 à 30 selon les villes, de commerce de services, d'hygiène santé, coiffure. Alors certes, on peut prendre rendez-vous chez le coiffeur en ligne, pharmacie, optique, oui, on peut acheter des lunettes en ligne, mais il y a beaucoup d'enseignes qui ont déjà leur propre site. Et puis finalement,
on a 25% de commerce, d'équipement de la personne, d'équipement de la maison, qui ont effectivement des produits à vendre, là, très clairement, qui sont localisables, identifiables, emballables et qu'on peut expédier et éventuellement venir rechercher en bas. Et finalement, on se rend compte que les plateformes numériques de centre-ville n'apportent une solution ou une réponse qu'à peu près à 20%, 20-25% des commerces de centre-ville. 75% des commerces de centre-ville n'ont pas la typologie de produits pour être vendus en ligne. D'autant que sur les 20 ou 25% qui restent, on se rend compte finalement qu'il y en a peut-être à peine la moitié qui ont une gestion informatisée des stocks. Mais faire du commerce en ligne, si on n'a pas une gestion informatisée des stocks, si on n'est pas capable de dire est-ce que la veste que j'ai vue sur le site, elle est dispo en taille 48, 50 ou 52, si on ne sait pas faire ça, on ne peut pas vendre en ligne. Donc attention à la plateforme. La plateforme n'est pas la solution absolue. Pour autant, si c'est une plateforme qui permet au traiteur de mettre son catalogue produit et derrière de lui passer un coup de fil et derrière de payer en ligne lorsqu'on a au bout du fil le traiteur, oui, ça c'est une plateforme qui est intéressante. Si demain je trouve une plateforme où je peux très facilement passer un mail à mon commerçant quand le soir je peux rentrer chez moi, oui, ça a du sens. Oui, il faut des plateformes de mise en relation, mais ne nous trompons pas, ne mélangeons pas plateforme de mise en relation entre un consommateur et des commerçants et plateforme de vente en ligne. La vente en ligne, c'est très spécifique. La plateforme de mise en relation, c'est autre chose. Ça doit être du multi-clé d'entrée. Hein. Je peux acheter en ligne, mais je peux contacter par téléphone, je peux voir le produit, je peux simplement envoyer un mail si le commerçant n'a pas, comme un boucher par exemple, une capacité à présenter ses produits en ligne. Donc il va falloir qu'on réimagine aussi les plateformes digitales de demain, avec derrière ça aussi tout le levier serviciel que ça peut générer. Je vous ai mis ici les résultats d'une enquête que le groupe La Poste a réalisée sur les besoins en service des consommateurs dans les centres-villes. C'est assez intéressant de voir que le site internet du commerçant, c'est pas la plateforme générique, hein, c'est le site internet du commerçant, quelque chose à vendre, ouais, c'est un vrai service. La livraison à domicile est un vrai service. Je pense que dans la période qui vient, on le disait déjà avant la crise, on va mettre fin quelque part à la logique du libre service. Le consommateur, aujourd'hui, il veut du service. Il a des horaires qui changent considérablement, il rentre plus tard chez lui du travail, peut-être qu'il télétravaille et qu'il n'arrive pas à gérer les courses, les enfants, le travail à domicile. Et donc cet enjeu de service, cet enjeu de livraison à domicile, cet enjeu de livraison à domicile qu'on ne pourra pas gérer uniquement individuellement à l'échelle de chaque commerce, il faudra être capable de le gérer collectivement à l'échelle de centre-ville. Et cette question de logistique de proximité va être un sujet important avec ses déclinaisons, vous le voyez, le click and collect, etc. Et puis, autre sujet dans le serviciel, c'est la question des horaires. Dans une étude qu'on a sortie l'an dernier, on montrait qu'aujourd'hui, le commerce de centre-ville n'était ouvert que 22% du temps disponible des actifs pour consommer. Et donc, on se dit que ce n'est pas tenable. Donc, il va falloir repenser ça si on veut accélérer la consommation de demain, si on veut retrouver de la consommation. Si on veut retrouver de la consommation, on ne peut pas tenir avec un commerce qui est fermé quand les actifs avec le plus fort pouvoir d'achat sont disponibles pour consommer. Et on ne peut pas tenir avec un commerce qui est ouvert les après-midi où il n'y a pas grand monde dans les rues. Donc, il va falloir qu'on repense ça et puis qu'on se dise aussi qu'avec les mesures de distanciation sociale à travailler, demain, un coiffeur, un salon de coiffure, il devrait être ouvert de 8h peut-être à 21h pour pouvoir gérer ses équipes, pour ne pas avoir trop de monde non plus en même temps dans le point de vente. Donc, il y a du long terme, repenser les horaires d'ouverture, et il y a du très court terme, là, pendant les semaines qui viennent, comment on adapte ce levier horaire d'ouverture. Et puis, quatrième levier, c'est le levier sécurité, hein, sécurité sanitaire du centre-ville, et puis le levier écologique. Je pense qu'on va avoir une demande essentielle à travailler. C'est la première demande d'ailleurs des consommateurs. Il y a deux demandes chez le consommateur quand on regarde le centre-ville en général. C'est plus de verre et plus de Wi-Fi. Bon, deux sujets importants. Mais là, si on reste sur le levier sécurité et le levier écologie, le levier écologie, c'est le terroir, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est aussi la place du végétal. C'est-à-dire comment il va falloir qu'on pense demain un centre-ville apaisé, un centre-ville rassurant sur le sujet.
on va avoir un enjeu d'aménagement des espaces publics extrêmement important. Sans remonter aux théories de l'hygiène en ville, de la charte d'Athènes, de Le Corbusier, etc., qui n'ont pas fait que des choses positives, mais qui ont permis de réfléchir sur plein de sujets. C'est la montée de l'hygiénisme qui va retrouver certainement un mode de développement dans les villes. On va avoir là aussi un sujet, c'est d'apaiser, pour rassurer, de retisser finalement un écosystème un peu plus confort et un espèce de cocooning de centre-ville qui va être essentiel pour rassurer le consommateur pour demain. Et puis, pour terminer, je vois que vous avez dit 3 quarts d'heure et que je suis, comme d'habitude, fort bavard. Synthétisons en 2 mots cette intervention. On a vu des pistes. Alors là encore, hein, je vous le redis, chaque centre-ville est spécifique en fonction de la typologie des commerces qu'on va avoir, en fonction de la typologie des consommateurs. C'est pour ça que je vous invite vraiment à réfléchir sur quelles sont les typologies de consommateurs que j'ai dans ma zone de chalandise pour mieux agir demain. Donc chaque centre-ville est spécifique. Donc il n'y a pas de, je veux dire, de recette miracle, il n'y a pas de truc qu'on peut décliner dans tous les centres-villes de France. Mais par contre, on va se rendre compte quand même que pour la collectivité, il va y avoir des besoins. Il n'y a pas que le financier. D'ailleurs, on a vu qu'à un moment, on ne pourrait pas continuer à aller sur le financier. Donc, il va falloir effectivement soutenir l'innovation, repenser l'action sur l'immobilier, c'est 2 sujets importants. Et puis, il va falloir aussi que la collectivité se dote d'outils pour savoir vraiment quels sont les besoins des commerçants. C'est quoi l'état des lieux des commerçants avant de vouloir mettre des actions qu'on ressent uniquement par l'émotion parce qu'on a entendu tel ou tel nous dire que ça ne marchait pas ou que ça marchait bien. Donc, il va falloir qu'on objective la situation. Il va falloir aussi qu'on soit en capacité d'évaluer les pertes de fréquentation. Là, on a mis en place un outil, on met en place un outil qui sera opérationnel très prochainement sur ce sujet-là pour voir finalement par rapport à N-1 à date comment la fréquentation des centres-villes évolue parce que là aussi, on est en train de voir est-ce qu'on retrouve de la fréquentation, est-ce qu'on est en baisse de 50%, de 25%, de 60% et même dans la négociation avec les propriétaires, ça va être un sujet là aussi particulièrement important. Donc là, des pistes, hein, des nouvelles approches qui vont nécessiter aussi un vrai appui sur les dimensions de managers de centre-ville, sur des offices du commerce, sur des structures qui permettent effectivement d'avoir aussi une solidité, une robustesse pour faire face à ces défis. Et puis de se dire, pour terminer, j'en terminerai par là, j'aime bien toujours terminer mes conférences par cette citation de Darwin qui prend plus que jamais son sens, hein, que les espèces qui survivent ne sont pas les plus intelligentes ni les plus fortes, mais celles qui s'adaptent. Oui, l'enjeu d'adaptation, il est là pour demain. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous pour ce matin. Et puis, merci David. C'est le temps de l'échange si vous avez quelques questions. Ouais. Alors, merci David. Donc, j'ai suivi en filigrane là, votre intervention. Il y a eu quelques questions au tout début, juste peut-être des précisions si jamais ça suscite éventuellement d'autres questions derrière. Il y a une question au tout début là quand vous avez parlé de la fragilité en fait des commerces. Est-ce que c'est l'extrême fragilité que vous évoquiez, c'était lié au Covid ou c'est une fragilité qui est structurelle? À un moment donné, je crois qu'il y avait 25%, je crois, des commerces qui étaient en situation de grande fragilité. Alors, les 25% de commerces qui étaient en fragilité, c'était à la sortie de la crise. Ah, d'accord. C'était le Covid. Mais le Covid a joué un rôle d'accélérateur de fragilité sur des commerces qui étaient déjà mal positionnés, on va dire. Ouais. Mal positionnés, des commerces vieillissants, des commerces sur des secteurs très, très tendus en particulier. D'accord. Et aussi, une autre précision, est-ce que les chiffres d'enquête là, que vous avez réalisés, est-ce qu'ils portent sur les commerces de centre-ville ou l'ensemble des commerces? On a les chiffres que vous avez, c'est commerce de centre-ville. D'accord, ça marche. Avec aussi, par rapport à ces chiffres-là, avec des vraies variations. Hein. Je vous ai donné des moyennes, mais selon les typologies de ville, on a des variations. Ah bah oui, ça j'imagine. Alors, une question par rapport justement au travail un peu de collaboration. Quelqu'un qui pose la question suivante, il dit voilà, nous n'avons pas travaillé, toujours pas travaillé en coordination ni collaboré de près avec les CCI. Est-ce que ça pourrait être une piste d'un nouveau mode de gouvernance partagé
entre les municipalités et les chambres consulaires afin d'être plus efficients sur le commerce. Oui, bien évidemment. C'est quelque part ce dont je parlais quand je parlais de gouvernance de centre-ville tout à l'heure. Oui, il faut mettre tous les acteurs. Alors, il y a les chambres de commerce, il y a les chambres de métiers. Là, je vois sur un territoire, on travaille avec les syndicats professionnels, hein, l'Union des métiers de l'hôtellerie, par exemple, ça c'est super important. Donc oui, il va falloir plus que jamais, parce que je suis en train de me rendre compte quelquefois sur des villes que vous avez la ville qui met un truc en place, quelquefois, suivant la coordination ou pas, il y a l'agglo qui met un truc en place, puis vous avez la CCI qui met un truc en place, et finalement, on peut se perdre, alors qu'on pourrait, il y a plein de villes qui le font, hein, qui sont en parfaite coordination et en parfaite efficience, mais ça va être un vrai sujet, effectivement. D'accord. Une personne qui travaille aussi des précisions du coup sur l'action sur l'immobilier. Je n'ai pas plus de questions par rapport à ça. Ouais. Alors, sur l'action sur l'immobilier, si cette personne veut me contacter en message privé, ça sera au message privé ou par mail, ça sera avec grand plaisir. Ce que je voulais vous dire par là sur la question de l'immobilier, c'est il y a différents sujets. Il y a des villes comme, par exemple, je crois que c'est Nice, par exemple, qui a mis ça en place en disant, voilà, nous, la collectivité, on met une aide de 500 € par commerçant locataire. 500 € multiplié par le nombre de commerçants de Nice, ça fait un peu de monde. Et est-ce que les collectivités pourront tenir avec leur budget sur ces questions-là? Je crois pas. Donc, il va peut-être falloir imaginer autre chose. Et dans l'immobilier, je pense qu'il va falloir vraiment, je suis en train de préparer ça sur une ville et sur les quelques envois d'invitation qui ont été faits, ça répond plutôt bien, c'est de contacter les propriétaires pour bosser avec eux. C'est-à-dire qu'à un moment, la sortie de crise, c'est pas bosser uniquement avec les commerçants, c'est de travailler avec les propriétaires et de voir aussi comment la collectivité peut agir vers les propriétaires pour voir les aider, voir les accompagner sur des sujets en contrepartie d'efforts qu'ils pourraient faire sur des baisses de loyer. Mais il y a d'autres pistes dont je serais ravi de rediscuter effectivement sur un peu des innovations qu'on a mis en place sur ce sujet-là aussi. D'accord. Une réflexion aussi d'une participante qui dit voilà, peu de PCI sont dotés de stratégies. Quel pouvoir d'agir des communes? Alors, tout dépend, et je vous invite, parce que je crois que beaucoup de monde a oublié ça ces derniers temps, c'est que pour le 1er janvier 2019, les intercos et les communes, en application de la loi NOTRe, ont dû définir leur politique locale du commerce et la répartition du qui fait quoi en matière de commerce entre l'interco et la commune. Donc, les moyens d'agir de la collectivité communale sont très différents d'un territoire à l'autre en fonction de la répartition des compétences que vous avez pu avoir. Sans oublier une chose, mais aussi sur ce sujet-là, sur la capacité à agir, sur la question des aides directes aux commerçants. D'ailleurs, des aides directes économiques au sens large, c'est bien la région qui est chef de file. Donc, que ce soit interco ou commune, ça peut, comme je prenais l'exemple de Lorient tout à l'heure, que je connais bien, qui fonctionne parce qu'il y a une aide régionale existante, le Pass Commerce, et ils sont venus s'appuyer sur ce dispositif régional. Donc, c'est ce montage-là qu'il faut trouver. Mais regardez bien comment sont rédigés les nouveaux statuts d'Interco suite à la loi NOTRe. S'il n'y a pas eu de définition de la politique locale du commerce spécifique sur votre territoire, je rappelle que c'est l'Interco qui a toute la compétence pour intervenir et la commune n'a quasiment plus de compétences pour intervenir sur le commerce. D'accord. Une autre question d'une participante. Bonjour, pouvez-vous revenir sur la notion d'office du commerce et sa plus-value en termes de gouvernance et de levier d'action? Bonjour aussi, donc. Sa plus-value en termes de niveau d'action, de type d'action, ça veut dire que ça permet d'avoir une structure de coordination dans laquelle on va trouver autour de la table la collectivité ou les collectivités, les commerçants, les compagnies consulaires, et c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre en place des démarches concertées. Je me rends compte que les collectivités qui sont dotées d'un office du commerce ont été beaucoup plus réactives et mieux coordonnées en termes d'action que celles où il a fallu dire tiens, il faut qu'on monte une réunion avec la CCI, tiens, il faut qu'on appelle un tel, etc. parce qu'il n'y avait pas d'habitude de travail. Et s'il n'y a pas d'habitude de travail, eh bien, on perd du temps en termes de réactivité. Ça permet aussi, surtout, de mutualiser des moyens et mutualiser des moyens financiers, c'est-à-dire que le rebond offensif et le rebond défensif soient gérés en même temps, et c'est beaucoup plus lisible pour le commerçant derrière.
Alors, il y a beaucoup de questions. Là, j'essaie de faire le tri et de voir un peu. Il y a une question là, vous aviez en partie répondu, parce que quelqu'un qui posait des questions sur justement la multiplicité, pardon, je vais y arriver, des acteurs, et du coup, dire entre les villes, les CCI, les commerçants, les habitants, comment favoriser une réflexion collaborative entre tous les acteurs. Euh, bon, l'office, comme vous l'indiquez, c'est un outil, comme tant d'autres. Et après, Effectivement, je crois que la question est intéressante parce que je crois que là encore, c'est un truc qui montait depuis quelque temps. C'est cette question et ce besoin de collaboratif aussi entre citoyens et collectivités, mais entre consommateurs et commerçants. Donc là aussi, il y a des nouveaux outils à imaginer. On a quelques belles réflexions en cours et on voit que ça permet d'activer ce volet solidaire. C'est certain. oui, puis on voit aussi que les outils de démocratie participative dans les collectivités, quand ils sont pratiqués, bien pratiqués habituellement et honnêtement, j'aimerais dire par les exécutifs, bah, ça Ouais. fonctionne très bien. Et, donc voilà, c'est pas uniquement pourquoi le dédier uniquement à des questions de sécurité, des questions d'habitat et pas le dédier à d'autres sujets, quoi. Et je me rends compte aussi parce qu'on y travaille là sur quelques villes. Tout à l'heure, on parlait de plateformes numériques. On parle que de commerce, on parle que de vente de produits. Euh, Arrêtons de penser que le consommateur, ou le citoyen, c'est juste un porte-monnaie. Euh, le consommateur, il attend plus une plateforme multifonctionnelle de centre-ville qu'une plateforme commerce. C'est-à-dire qu'il a envie d'échanger sur son centre-ville, il a envie d'apporter des idées, il a envie de connaître ce qui se passe dans le commerce, mais il a envie de dialoguer aussi. Il a envie de trouver peut-être des bons plans, il a envie de trouver sur cette même plateforme des services de la collectivité. Donc je pense qu'il faut rebondir sur cette envie de centre-ville, dans le digital en particulier, plus qu'une envie d'acheter. Je crois il y a une vraie différence. Et on travaille actuellement avec, avec des villes là-dessus sur des plateformes un peu plus larges que la question et beaucoup plus larges que la question du commerce, où le commerce n'est pas la porte d'entrée. Et ça permet vraiment de mettre en place des dynamiques collaboratives super intéressantes. D'accord. Une autre question, redynamiser les centres-villes, c'était déjà un vrai enjeu face aux zones commerciales. Donc, quelle est votre position, votre avis après la crise? Ouais, alors après la crise, l'enjeu va être important pour les centres-villes. Mais ce que je disais en introduction, c'est qu'on a vécu une période de fragilisation des centres-villes très forte. Et là, la période qui s'ouvrait, pardon, c'était stabilisation des centres-villes, mais une période de fragilisation très forte des zones commerciales. Je crois que le centre-ville va avoir des efforts à faire, mais les zones commerciales, quand vous voyez par exemple, c'est la Halle, je crois, aux vêtements et aux chaussures qui a annoncé une situation de liquidation, on va avoir aussi énormément de casse dans les zones commerciales. Donc, quand tout à l'heure vous parliez quelqu'un me posait une question sur les enjeux de stratégie intercommunale, il va y avoir des vrais enjeux de stratégie intercommunale sur ce sujet. C'est-à-dire que le centre-ville a souffert et souffre, les zones commerciales vont énormément souffrir et dans la Oui. projection que l'on avait, ça va encore s'accélérer. Je ne sais pas si vous avez, je sais pas si vous me confirmez ces éléments, mais il m'avait semblé voir une étude qui était sortie sur la performance des centres commerciaux. Alors là, c'était plutôt première couronne de Paris. Et en gros, ils perdaient tous de l'argent. Oui, oui, parce qu'il faut bien se rendre compte aujourd'hui que la plupart des centres commerciaux sont des opérations à finalité immobilière plus qu'à finalité commerciale. Hum. Première chose. Ouais, c'est ça. Deuxième chose, on faisait dernièrement une analyse là pour un territoire de l'impact de l'implantation d'un nouveau centre commercial sur un centre-ville dans l'est de la France. Et quand on analysait les centres commerciaux de cet opérateur-là pour voir un petit peu comment ils étaient structurés, on s'est rendu compte par exemple que tous ces centres commerciaux, ils avaient entre 9 et 10% de taux de vacances. Donc la vacance aussi est grignote parce que l'offre Hum. supérieure à la demande, le centre-ville le subit, les zones commerciales le subissent aussi. Il y a plusieurs questions sur le foncier bâti. Alors, une première question qui dit, voilà, est-ce que c'est possible également d'exonérer des redevances d'occupation du domaine public? Oui, oui, Et oui. voilà, sur quel texte du coup s'appuyer? Apparemment, vous avez évoqué une ordonnance de 2018. Est-ce que c'est celle-là?
Alors, l'ordonnance de 2018, c'est sur la taxe sur le foncier bâti, hein. C'est ça. Et mais du coup, l'exonération, du coup, sur quelle base du coup juridique la réaliser? Là, je ne vais pas pouvoir le développer, mais il faut reprendre les textes de cette ordonnance-là, et puis de bosser avec, selon les territoires, entre la part interco, la part communale, voire même quelquefois la part départementale, on peut trouver des actions. C'est-à-dire que là, je me garderais bien là sans connaître la situation précise de la ville, de dire voilà comment il faut faire, mais appuyez-vous là-dessus et on pourra en discuter si vous voulez une fois que j'ai quelques éléments sous les yeux. Ouais, d'accord. Euh, il y a pas mal de remarques aussi, de commentaires. Alors voilà. La résilience commerciale, dans une question de réflexion et question d'une participante, la résilience commerciale doit exister à notre sens si l'offre est supérieure à la demande. De ce fait, pensez-vous que nous devons concentrer nos actions sur les cœurs de ville et certaines rues même de ce cœur de ville? Oui, oui, quoi qu'il en soit. Euh, on travaille sur beaucoup de villes du plan Action Cœur de Ville. Sur pas mal de villes, on fait de la réduction de linéaires commerciaux. C'est-à-dire que avec une offre supérieure à la demande, oui, il y a des rues où il ne faut pas se raconter d'histoire, on ne remettra pas de commerce. Je vois un travail que l'on fait par exemple sur la ville de Valence aujourd'hui, où la question c'est de se dire là où il y a des locaux commerciaux vacants dans des rues qui sont décommercialisées, peut-être que le dernier commerçant qui reste, ou les 2 derniers ou 3 derniers, il faut peut-être travailler avec eux pour les recentrer dans un linéaire commercial qui fonctionne mieux. Et cette rue-là, de travailler les pieds d'immeubles sur d'autres utilisations. Et on trouve des utilisations, alors un petit peu d'habitat, mais aussi de la mixité fonctionnelle. Bref, il y a plein de jolis sujets à travailler. Mais oui, moi je réponds oui à votre question. Je pense que ce qui va être important dans un centre-ville, encore plus pour demain, c'est d'avoir de l'intensité marchande, même si le périmètre est un peu plus restreint. Plutôt que d'avoir un truc beaucoup plus large avec des ruptures de rythme et des ruptures de niveau. Après, il y a des sujets aussi sur le stationnement, parce que du coup, c'est vrai que dans les centres commerciaux, souvent le stationnement est gratuit. Donc, quid du stationnement gratuit ou pas en centre-ville, dans la mesure où en plus les collectivités maintenant ont le pouvoir de faire un peu ce qu'elles veulent en termes de tarification sur les places de stationnement. Alors, moi sur le stationnement, la gratuité du stationnement, dans ce que j'ai pu voir, on en a mis en place sur des villes, elle est plus impactante auprès du commerçant que du consommateur. Ça fait plaisir aux commerçants de voir que la ville fait un effort pour la gratuité du stationnement. Après, est-ce que c'est vraiment lisible pour le consommateur? J'en ai jamais eu la preuve. Alors oui, c'est un effet de communication qu'on peut travailler, Mais vous savez, j'ai toujours remarqué que c'était pas le stationnement qui faisait qu'on venait ou pas dans un centre-ville, c'était l'attractivité. Parce qu'on peut avoir du stationnement gratuit, et j'ai des villes, j'en ai quelques-unes où il y a du stationnement gratuit, où il y a pléthore de places de stationnement et le centre-ville, il ne marche pas, parce qu'il n'y a pas d'ambiance urbaine, parce qu'il n'y a pas d'attractivité. Donc, pour moi, oui, on peut travailler sur le stationnement, mais une fois que on a su créer les conditions d'attractivité et qu'on a travaillé sur les autres leviers. Mais de penser que l'action sur le stationnement va relancer tout le reste, à mon avis, ça serait une erreur. Mais par contre, je comprends aussi complètement l'élu qui veut donner un signe aux commerçants. Je ne le remets pas du tout en cause. Mais il faut attendre ce qu'on peut en attendre, si vous voulez. Alors justement, concernant les commerçants, une question d'une participante également qui demande si les commerçants sont-ils prêts et comment les amener au changement. Est-ce que vous avez déjà des contacts du coup avec des fédérations ou dans le cadre de vos expériences? Les amener au changement, moi je crois beaucoup, et je sais j'en discutais hier avec les élus du territoire et les techniciens du territoire de Morlaix Communauté. On a mis en place avec eux il y a quelques années des dispositifs qui fonctionnent toujours, hein, de coaching individualisé. L'innovation, c'est ça. C'est qu'il y a des démarches collectives de formation qui existent, hein, mais je pense qu'à un moment, c'est le coaching individualisé. Alors, il n'y a pas que du prestataire privé, il y a les chambres consulaires, etc., qui peuvent en faire, mais ce n'est pas du coaching sur globalement comment va l'entreprise en général, mais c'est comment adapter mon commerce aux évolutions de consommation. C'est-à-dire d'un moment
de faire ce pas de côté, comme je le disais en introduction. C'est-à-dire, je ne regarde pas le commerce en disant t'es bon là, t'es pas bon là, en général. Je regarde plutôt c'est quoi le consommateur, c'est quoi le consommateur dans la zone de chalandise, c'est quoi ses modes de consommation, à quelle heure il vient, à quelle heure il repart. Et c'est comme ça qu'on peut amener, et j'en fais pas mal de coaching là-dessus, les commerçants dans le changement. C'est en rentrant par les usages et donc par l'analyse du point de vente. Ça, c'est important. Et c'est comme ça qu'on peut déclencher l'innovation. D'accord. Alors, une question d'un manager de centre-ville qui visiblement vous connaît. Il dit voilà, bonjour David. Alors, j'ai regardé, hein, il est manager de centre-ville. D'accord. Désolé, hein, je suis un peu l'espion de la session. Du coup, un mot sur l'outil de fréquentation N-1 imaginé par votre cabinet que vous avez évoqué. Alors, pour l'instant, c'est top secret. D'accord. Bah je vous donnerai ses coordonnées puis vous échangerez avec lui. Voilà. Puisque, effectivement, on est sur un webinaire gratuit, c'est très large. Oui, bien sûr. Mais voilà. Je pose la question, mais je me doutais que ça pouvait être un sujet top secret. Puisque, comme effectivement, j'ai des confrères qui sont présents, etc. Voilà, on reparlera sur ce sujet. Mais oui, on a un truc assez intéressant. Ouais. Une question qui est un peu plus haute dans le fil des questions que je n'avais pas traité, c'est sur les animations. Est-ce que les animations, du coup, auraient un impact sur la fréquentation du commerce de votre point de vue? Oui, tout ce qui peut créer de la convivialité peut avoir un impact. Mais avec la période qui s'ouvre où les rassemblements de plus de X personnes sont interdits, je ne veux pas parler d'animation, très clairement. C'est super compliqué. Ouais. Moi, ce n'est pas l'outil à utiliser dans les prochains mois. Il est clair. Alors, l'animation, c'est tout ce qui peut créer de la convivialité pour moi qui est un activateur. Alors, de l'animation, parce que quelquefois, quand on fait trop d'animation aussi, les commerçants à juste titre nous le disent, tous les gens vont voir l'animation et c'est pas pour ça que le commerce marche. Donc, la question de la convivialité dans les centres-villes est posée. Je le prendrai plus comme ça. Ok, mais écoutez, il est déjà 10h55. Je vais peut-être regarder s'il y a, il y a des remarques plus que des questions, mais bon, déjà, David, il y a pas mal de gens, certaines personnes qui ont quitté la réunion, mais qui vous remercient. Donc, voilà, on est dans une conférence virtuelle, mais du coup, vous n'avez pas les applaudissements, mais voilà, je vous les donne par mon intermédiaire. Hein. Voilà, des gens qui ont trouvé ça très intéressant et qui vous remercient pour votre intervention, qui leur a donné du coup aussi quelques idées et qui a remis, on va dire, quelques idées en place. Voilà. Et je regarde si éventuellement, peut-être une dernière question, si quelqu'un a une dernière question à poser. Non, ben voilà, j'ai des merci. Merci David. Voilà, merci et merci. Je vais faire à nouveau un peu de pub au passage. Donc, on organise une journée d'études sur la question du stationnement. Donc, après, quelle date, ça, j'en sais rien, parce que du coup, les dates vont venir prochainement. Et on verra bien sûr en fonction de ce qui se passera sur le déconfinement et si les réunions de type journée d'études sont possibles ou pas à distance ou en présentiel. Mais voilà, il y aura une journée d'études qui sera organisée par notre groupe prochainement sur tout ce qui est stationnement. Voilà. Bon, écoutez, David, il me reste à vous remercier chaudement. Et puis rappelez aussi qu'à l'automne, il y a une journée d'études sur les centres-villes comme on fait tous les ans depuis 3 ans. Ah bah oui. Bah voilà, vous l'avez fait. Voilà. Voilà, donc après, on verra effectivement comment elle se réalise. Hein. Est-ce que du coup, pareil, est-ce que ce sera à distance ou est-ce que ce sera en présentiel? Voilà, aujourd'hui, il y a des outils pour le faire à distance, donc il est possible que ça se fasse à distance avec des formats nouveaux, parce que nous aussi, dans notre métier, on se doit d'innover et un peu comme ce que vous avez dit sur le commerce, la période actuelle, malgré ses difficultés, agit comme un accélérateur très fort de digitalisation dans plein de domaines d'activité. C'est le cas chez nous et c'est le cas bien sûr dans tout ce qui est lié au commerce. Les sujets qu'on a vus avec vous ce matin. Donc, merci pour votre intervention. Merci.
Je rappelle encore une fois que ce sont des webinaires gratuits que nous organisons. Donc, voilà, tout est gratuit et David Lestou intervient aussi dans ce sens-là. Donc, l'objectif, c'était aussi et dans cette période de Covid-19 qui est difficile pour toutes les collectivités de pouvoir donner un coup de main et permettre, on va dire, à chacun aussi de commencer à anticiper la suite et de pouvoir s'organiser de la meilleure manière possible. Et puis, bien évidemment, si vous voulez avoir plus de renseignements sur ce que nous organisons ou rentrer en contact avec David Lestou, vous pouvez bien évidemment le faire. Et David, je vous transmettrai du coup les questions autres éventuellement ou des remarques qui ont été postées. Et puis vous regarderez du coup s'il y a éventuellement des compléments. Il y a des questions que je n'ai pas évoquées, mais en fait vous aviez répondu au fur et à mesure de vos autres réponses. Et puis, je vous passerai les questions secrètes, entre guillemets, en direct. Voilà. Vous pouvez me contacter sur mon profil LinkedIn en message privé, ça sera avec plaisir. Ou vous allez sur le site de l'agence et vous avez un onglet avec le mail et vous pourrez rentrer en contact avec grand plaisir. Très bien. Voilà, il y a quelqu'un qui demande vos coordonnées. Maintenant, il sait comment vous contacter. Merci à tous et je vous souhaite une bonne journée, bon courage et puis à une prochaine sur un des webinaires de la Gazette ou dans la vraie vie entre nous. Voilà. Merci à tous. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.